Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de ces stratégies émotionnelles qui sont indispensables pour faire face à la manipulation du pervers narcissique ou d'un individu manipulateur. La victime est en état de figement, voire de dissociation face à l'emprise du pervers narcissique et elle craint finalement de reconnecter ses émotions qui sont souvent pénibles. Donc elle voit finalement l'émotion comme l'ennemi. Et c'est très important de comprendre que l'émotion a un rôle positif. L'émotion, en effet, est un signal d'un besoin frustré. Et reconnecter l'émotion, c'est identifier plus aisément le besoin frustré pour le satisfaire. C'est aussi ainsi pouvoir mettre nos limites, et nos limites sont définies par l'identification de nos besoins. Donc l'émotion, c'est le signal d'un besoin frustré, c'est positif de pouvoir identifier ses besoins pour reconstruire son identité détruite par le manipulateur pervers narcissique. Et l'émotion, c'est aussi un moteur pour l'action, un moteur pour poser ses limites, pour s'affirmer, pour se protéger et aller vers les ressources nécessaires à la reconstruction de notre identité. L'émotion, c'est aussi une soupape. Grâce à l'expression de l'émotion, nous pouvons nous apaiser. Et bien sûr, c'est important de le faire dans un contexte de sécurité. C'est aussi l'émotion est le signal d'un conflit non résolu et identifier le conflit intérieur, c'est nous donner l'opportunité de le résoudre. Par exemple, un conflit entre une partie de nous qui est dans le jugement, qui nous dit par exemple tu es nul, et une autre partie de nous qui veut s'affirmer, qui veut poser ses limites. Et donc ces deux parties peuvent être en conflit, et grâce à l'observateur intérieur, nous pouvons repérer ces deux parties en conflit à l'intérieur de nous et installer un dialogue pour essayer de les réunir, de négocier avec elles et de réunifier ces parties de soi qui sont en conflit. À partir du moment où nous sommes réunifiés, nous avons davantage la capacité à aller vers notre épanouissement et davantage de résilience. Donc l'emprise a amené finalement la victime à prendre distance par rapport à ses émotions, à les nier, et finalement c'est ainsi que petit à petit la fenêtre de tolérance de la victime se réduit. Cette fenêtre de tolérance, c'est cette capacité en nous à nous sécuriser, à nous apaiser, à être en équilibre, dans un état de bien-être, pour finalement faire face plus aisément aux épreuves de la vie. Et donc la victime, après l'emprise, est facilement hyperactivée au niveau de son système nerveux. Elle est en état d'urgence, elle est hyper vigilante, elle a du mal à dormir, elle a du mal à réguler ses émotions, et donc elle peut développer un trouble alimentaire, elle réagit impulsivement, et donc cette hyperactivation est le signal que il y a un manque de sécurité à l'intérieur de soi. Ou bien par contre, la victime peut être en hypoactivation, et là, elle est plutôt déprimée, elle renonce, elle ne s'engage pas, elle est plutôt en train de fuir dans le sommeil, ou bien elle mange sans pouvoir s'arrêter pour pouvoir s'apaiser. Et ainsi, toutes ces stratégies émotionnelles ne sont pas constructives, elles amènent encore davantage d'insécurité. Et donc, augmenter cette fenêtre de tolérance, c'est une meilleure stratégie émotionnelle. Donc, comment s'y prendre? Eh bien, la solution, donc, c'est d'abord diminuer le stress au niveau du corps. La diminution du stress va permettre de mieux réguler ses émotions. Donc, par exemple, l'exercice de la cohérence cardiaque peut aider avec un rythme de 4 secondes à l'inspire et 6 secondes à l'expire. Inspirer 4 secondes, expirer 6 secondes. En expirant plus longuement, on peut ainsi plus aisément apaiser l'émotion. Et si on le fait pendant quelques minutes, eh bien, les hormones du stress diminuent fortement dans le corps.
Donc la cohérence cardiaque est un très bon exercice, mais ça peut être aussi d'autres exercices d'apaisement comme l'activation du nerf vague qui est présent dans le corps et qui permet l'activation du système parasympathique ventral, donc l'apaisement, la détente s'installe. J'en parle dans une autre vidéo, vous pouvez l'écouter. Mais activer le nerf vague, ça peut aussi se faire en faisant une activité agréable ou en ayant des contacts humains, bienveillants et empathiques. On peut aussi davantage augmenter la fenêtre de tolérance en augmentant les ressources internes ou externes. Dans les ressources internes, on a au niveau de l'imaginaire, par exemple, la visualisation, donc l'imagination d'un lieu d'apaisement, d'une personne apaisante, d'un animal apaisant. Ça peut être aussi créer des sensations agréables, des émotions agréables, en repensant à des souvenirs passés, ou bien des mots qui suscitent en nous l'apaisement. On peut aussi choisir une ressource externe, par exemple un objet réconfortant, apaisant, ou bien des contacts, comme je disais, empathiques et bienveillants, puisqu'on sait que le contact humain, quand il est empathique et bienveillant, permet la sécrétion de la sérotonine et de l'ocytocine. Mais finalement, ce qui est très important aussi, c'est de développer la capacité à être en lien avec soi, donc à se réconforter, à avoir de la compassion pour soi. Et donc, ça, c'est très important de développer cette capacité à être en relation avec soi. Comme je le disais tout à l'heure, ça suppose d'identifier les parties de soi qui sont en conflit et d'apprendre à dialoguer avec ces parties de soi. Par exemple, je me juge négativement, eh bien ça c'est la partie combative qui est dans le jugement, comprendre pourquoi elle est dans le jugement, quelles sont ses peurs, et ainsi petit à petit l'aider à s'apaiser, et ensuite dialoguer avec une autre partie de soi qui est plutôt dans le figement, et que la partie combative critique parce qu'elle s'immobilise et est dans le repli. Comprendre aussi quelles sont les peurs de cette partie figée et l'apaiser. Et ainsi, dans ce dialogue intérieur, eh bien, on va augmenter les ressources internes et donc notre fenêtre de tolérance. Les activités agréables qui procurent du plaisir, de la détente, du bien-être vont aussi augmenter la sérotonine, l'ocytocine, par le contact agréable avec soi et donc notre fenêtre de tolérance. On a aussi l'ancrage qui est très important, sentir le contact avec notre environnement et à travers ce contact pouvoir s'apaiser, se sécuriser. Mais c'est aussi pouvoir sentir le centre du corps, donc qui est vraiment au niveau du ventre, et laisser la respiration se faire à partir de ce centre pour davantage être connecté à soi. Donc une autre stratégie émotionnelle, c'est la contre-manipulation qui permet de se protéger émotionnellement, là cette fois. Donc donner le moins d'informations possible, ça permet à la victime finalement d'échapper à la manipulation. Moins elle donne d'informations, moins le pervers narcissique peut utiliser ces informations à son détriment, puisqu'il utilise toute information pour davantage manipuler et dominer, voire détruire à certains moments. Par contre, elle peut donner des informations factuelles si elle est amenée finalement à rencontrer le manipulateur, quel qu'il soit, pervers narcissique ou autre. Et donc, ces informations factuelles sont vraiment liées à des paroles ou à des comportements, à des événements. Mais si face au pervers narcissique, la victime sait qu'elle risque de faire face à des messages paradoxaux, à du gaslighting, donc une mise en doute de ses perceptions, eh bien ça peut être très utile aussi dans cette contre-manipulation, eh bien de refaire le récit des faits. Et donc dans ce récit des faits, on s'en tient aux faits. Qu'est-ce que l'un et l'autre a dit, a fait? Et donc on s'en tient ce discours et on s'accroche à ce récit pour faire face aux manipulateurs et ne pas se laisser déstabiliser par ces mensonges, ces mises en doute.
Ne pas se justifier, ça peut aider également la victime à ne pas entrer dans la manipulation, puisque dès que la victime se justifie, elle donne une information au pervers narcissique qui va à nouveau l'utiliser à son détriment. Et là, il est important de prendre conscience que ce dialogue qu'elle souhaite est impossible. Le pervers narcissique ou le manipulateur veut dominer et ne se remet pas en question, n'éprouve pas d'empathie, ce qui rend impossible le dialogue. Et si la victime est empathique, évidemment, elle a envie de ce lien, elle a envie d'être dans un dialogue, mais malheureusement, il est impossible dans ces conditions-là d'établir un dialogue. Apprendre à avoir le point de vue de l'observateur, c'est une position utile pour développer une stratégie émotionnelle. Donc ce point de vue de l'observateur, c'est vraiment observer, apprendre à observer les sensations, les émotions, les pensées en soi. Et donc, à travers cette observation, la victime peut prendre du recul et ne pas se laisser impactée par les violences. Elle peut éviter ainsi une mise sous emprise à nouveau. Et ce point de vue de l'observateur lui permet de trouver des solutions. Par exemple, si elle observe qu'elle se juge nulle, elle peut prendre du recul par rapport à cette pensée et l'attribuer à soit une croyance limitante en elle, qu'elle doit par exemple être parfaite ou qu'elle doit être gentille, quelles que soient les circonstances. Et donc, elle peut remettre en cause cette croyance limitante. Ou bien, elle peut aussi prendre du recul par rapport au discours du pervers narcissique ou du manipulateur, quel qu'il soit, et donc bien percevoir que ce qui est dit, ça concerne le fonctionnement du manipulateur et non une perte de légitimité, le sentiment d'être nul qui peut apparaître face à un dénigrement, par exemple. Donc, réorienter l'empathie vers soi est une stratégie émotionnelle importante. En effet, la victime peut parfois être très empathique, mais au détriment finalement du respect de ses propres besoins. Et le pervers narcissique, le manipulateur, peut utiliser cette empathie alors à son avantage pour amener la victime à se sacrifier, à satisfaire ses besoins à lui, à son détriment, au détriment de la victime. Donc la victime peut apprendre à réorienter son empathie vers elle-même pour prendre en considération son bien-être, sa sécurité, ses besoins et ses limites, mais aussi ses valeurs. Et donc grâce à cette empathie réorientée vers soi, elle peut apprendre à poser ses limites et à mieux réguler ses émotions. Parce que quand on n'arrive pas à sentir ses limites et à poser ses limites, alors on est encore plus hyperactivé ou hypoactivé. Notre fenêtre de tolérance se réduit. Donc poser un cadre, c'est important pour réguler ses émotions, puisque dans un cadre où il y a un témoin et où on choisit un cadre sécurisant pour soi, eh bien on est davantage capable de se réguler émotionnellement et aussi de réduire la tendance du manipulateur à utiliser le cadre et à agresser violemment. S'il y a témoin, il y a une possibilité de tempérer la violence du manipulateur pervers narcissique ou d'un autre type de manipulateur. Voilà, si vous pouvez lire Les victimes de pervers narcissiques, eh bien, vous en saurez davantage. Donc, c'est Les victimes de pervers narcissiques, récits et témoignages, ou Les victimes de pervers narcissiques sans questions-réponses, ou d'édition Ellipse. Donc là, je décris mieux en détail le fonctionnement du pervers narcissique, les séquelles de l'emprise sur la victime, comment se reconstruire et voilà, développer la capacité à poser ses limites, à se protéger face à la violence du pervers narcissique ou d'un autre profil de manipulateur qui est dans la domination et qui refuse toute remise en question.
Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo et je vous dis à bientôt.